Coucou tout le monde, alors on recommence. Je vous retrouve pour cette troisième vidéo sur la broderie, donc 4 saisons, où je brode et je fais la lecture. C'est toujours le même bouquin. Concernant la broderie, des petits changements. Alors au début, le cadrage est pas bon. Vraiment pas bon, mais j'ai changé de pied et donc je crois que c'est à 8 minutes. Vous avez les nouvelles vidéos et c'est nettement mieux. Donc je vais faire comme ça dorénavant. De plus, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé ma phrase avec de plus. Donc c'est nettement mieux. Ah oui, de plus, j'ai accéléré la vidéo. J'ai mis en x2, je trouve que c'est nettement suffisant. Ça fera des vidéos plus courtes, mais comme ça on savourera un peu plus et la broderie et la lecture. Là, j'ai brodé la fin du premier modèle avec les lapins. Vous ne m'en voudrez pas, il y a une croix qui est à l'envers, je l'ai vue après. Vous ne m'en voudrez pas non plus, des fois je ne pique pas forcément bien, mais je vous rappelle que cette broderie, c'est pour moi un moment de détente, où je me concentre uniquement sur mes doigts. Alors c'est un peu cassé là sur ces vidéos par le cadrage qui est un peu compliqué, et donc le changement de pied, etc. Donc un peu moins de relaxation. Mais voilà. Donc le premier motif est fini, je suis contente. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai parqué mes fils, les bouts de fil qui me restaient de ce premier motif, je n'aurais pas supporté, c'est psychologique, hein, voilà, de les remettre sur la cartonnette. Donc je les ai parqués et je pense que la prochaine vidéo, je commencerai par ces fils-là pour les petites zones que ça couvre. Il y a donc l'équivalent de 6 brins, donc un fil, et puis un tout petit bout, ça doit faire même pas 3 brins. Et je pense que vu que je suis en vitesse 2, c'est pas mal de faire un fil et demi. Je pense que des vidéos de 15 minutes, c'est vraiment le format qui me correspond le mieux. Alors, je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit, vraiment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Alors, on est reparti sur la lecture. « Et pour finir, tu feras ce que tu voudras, répéta de nouveau Baudu à sa nièce. Nous te disons les choses, voilà tout. Mais tes affaires sont tes affaires. Il la pressait du regard, il attendait une réponse décisive. Denise, que ces histoires avaient passionné davantage que le bonheur des dames, au lieu de l'en détourner, gardait son air tranquille et doux, d'une volonté têtue de Normande au fond. Elle se contenta de répondre. « Nous verrons, mon oncle. » Et elle parla de monter se coucher de bonne heure avec les enfants, car ils étaient très fatigués tous les trois. Mais 6 heures sonnaient à peine. Elle voulut bien rester un moment encore dans la boutique. La nuit s'était faite. Elle retrouva la rue noire, trempée d'une pluie fine et drue qui tombait depuis le coucher du soleil. Ce fut pour elle une surprise. Quelques instants avaient suffi. La chaussée était trouée de flaques. Les ruisseaux roulaient des eaux sales, une boue épaisse, piétinée, poissait les trottoirs. Et sous l'averse battante, on ne voyait plus que le défilé confus des parapluies, se bousculant, se ballonnant, pareil à de grandes ailes sombres dans les ténèbres. Elle recula d'abord, prise de froid, le cœur serré davantage par la boutique mal éclairée, lugubre à cette heure. Un souffle humide, l'haleine du vieux quartier, venait de la rue. Il semblait que le ruissellement des parapluies coulât jusqu'au comptoir, que le pavé avec sa boue et ses flaques entra, acheva de moisir l'antique rez-de-chaussée, blanc de salpêtre. C'était toute une vision de l'ancien Paris mouillé, dont elle grelottait, avec un étonnement navré de trouver la grande ville si glaciale et si laide. Mais, de l'autre côté de la chaussée, le bonheur des dames allumait des files profondes de ses becs de gaz, et elle se rapprocha, attirée de nouveau et comme réchauffée à ce foyer d'ardente lumière. La machine ronflait toujours, encore en activité, lâchant sa vapeur dans un dernier grondement, pendant que les vendeurs repliaient les étoffes et que les caissiers comptaient la recette. C'était, à travers les glaces pâlies d'une buée, un pullulement vague de clarté, tout un intérieur confus d'usine. Derrière le rideau de pluie qui tombait, cette apparition reculée, brouillée, prenait l'apparence d'une chambre de chauffe géante où l'on voyait passer les ombres noires des chauffeurs sur le feu rouge des chaudières. Les vitrines se noyaient, on ne distinguait plus en face que la neige des dentelles dont les verres dépolis d'une rampe de gaz avivaient le blanc.
Et sur ce fond de chapelle, les confections s'enlevaient en vigueur. Le grand manteau de velours, garni de renards argentés, mettait le profil d'une femme sans tête qui courait par l'averse à quelque fête, dans l'inconnu des ténèbres de Paris. Denise, cédant à la séduction, était venue jusqu'à la porte, sans se soucier du rejaillissement des gouttes qui la trempaient. À cette heure de nuit, avec son éclat de fournaise, le bonheur des dames achevait de la prendre tout entière. Dans la grande ville, noire et muette sous la pluie, dans ce Paris qu'elle ignorait, il flambait comme un phare, il semblait à lui seul la lumière et la vie de la cité. Elle y rêvait son avenir, beaucoup de travail pour élever les enfants, avec d'autres choses encore. Elle ne savait quoi, des choses lointaines dont le désir et la crainte la faisaient trembler. L'idée de cette femme morte dans les fondations lui revint. Elle eut peur, elle crut voir saigner les clartés. Puis, la blancheur des dentelles l'apaisa. Une espérance lui montait au cœur, toute une certitude de joie, tandis que la poussière d'eau volante lui refroidissait les mains et calmait en elle la fièvre du voyage. « C'est Bourras !» dit une voix derrière son dos. Elle se pencha. Elle aperçut Bourras, immobile au bout de la rue, devant la vitrine où elle avait remarqué, le matin, toute une construction ingénieuse, faite avec des parapluies et des cannes. Le grand vieillard s'était glissé dans l'ombre pour s'emplir les yeux de cet étalage triomphal, et, la face douloureuse, il ne sentait même pas la pluie qui battait sa tête nue, dont les cheveux blancs ruisselaient. « Il est bête, » fit remarquer la voix. « Il va prendre du mal. » Alors, en se tournant, Denise vit qu'elle avait de nouveau les Baudus derrière elle. Malgré eux, comme Bourras, qu'il trouvait bête, il revenait toujours là, devant ce spectacle qui lui crevait le cœur. C'était une rage à souffrir. Geneviève, très pâle, avait constaté que Colomban regardait, à l'entresol, les ombres des vendeuses passer sur les glaces. Et, pendant que Baudu étranglait de rancune rentrée, les yeux de Madame Baudu s'étaient emplis de larmes, silencieusement. « N'est-ce pas? Tu t'y présenteras demain ?» finit par demander le drapier, tourmenté d'incertitude, et sentant bien d'ailleurs que sa nièce était conquise comme les autres. Elle hésita, puis avec douceur. « Oui, mon oncle, à moins que cela ne vous fasse trop de peine. » Chapitre 2. Le lendemain, à 7h30, Denise était devant le bonheur des dames. Elle voulait s'y présenter avant de conduire Jean chez son patron qui demeurait loin, dans le haut du faubourg du Temple. Mais, avec ses habitudes matinales, elle s'était trop pressée de descendre. Les commis arrivaient à peine. Et craignant d'être ridicule, prise de timidité, elle resta à piétiner un instant sur la place Gaillon. Un vent froid qui soufflait avait déjà séché le pavé. De toutes les rues, éclairées d'un petit jour pâle sous le ciel de cendre, les commis débouchaient vivement, le collet de leur paletot relevé, les mains dans les poches, surpris par ce premier frisson de l'hiver. La plupart filaient seuls et s'engouffraient au fond du magasin, sans adresser ni une parole ni même un regard à leurs collègues, qui allongeaient le pas autour d'eux. D'autres allaient par deux ou par trois, parlant vite, tenant la largeur du trottoir. Et tous, du même geste avant d'entrer, jetaient dans le ruisseau leurs cigarettes ou leurs cigares. Denise s'aperçut que plusieurs de ces messieurs la dévisageaient en passant. Alors, sa timidité augmenta. Elle ne se sentit plus la force de les suivre. Elle résolut de n'entrer à son tour que lorsque le défilé aurait cessé, rougissant à l'idée d'être bousculée sous la porte, au milieu de tous ces hommes. Mais le défilé continuait, et pour échapper au regard, elle fit lentement le tour de la place. Quand elle revint, elle trouva planté devant le bonheur des dames un grand garçon, blême et dégingandé, qui depuis un quart d'heure semblait attendre comme elle. « Mademoiselle, finit-il par lui demander d'une voix balbutiante, vous êtes peut-être vendeuse dans la maison ?» Elle resta si émotionnée d'entendre ce garçon inconnu lui adresser la parole qu'elle ne répondit pas d'abord. « C'est que, voyez-vous, continua-t-il en s'embrouillant davantage, j'ai l'idée de voir si l'on ne pourrait pas m'y prendre et vous m'auriez donné un renseignement. » Il était aussi timide qu'elle. Il se risquait à l'aborder parce qu'il la sentait tremblante comme lui. « Ce serait avec plaisir, monsieur, répondit-elle enfin. Mais je ne suis pas plus avancée que vous. Je suis là pour me présenter aussi. »« Ah, très bien, dit-il tout à fait décontenancé. Et ils rougirent fortement. Leurs deux timidités demeurèrent un instant face à face, attendris par la fraternité de leur situation, n'osant pourtant se souhaiter tout haut une bonne réussite. Puis, comme ils n'ajoutaient rien et qu'ils se gênaient de plus en plus, ils se séparèrent gauchement. Ils recommencèrent à attendre chacun de son côté, à quelques pas l'un de l'autre. Les commis entraient toujours. Maintenant, Denise les entendait plaisanter quand ils passaient près d'elle, en lui jetant un coup d'œil oblique. Son embarras grandissait d'être ainsi en spectacle. Elle se décidait à faire dans le quartier une promenade d'une demi-heure, lorsque l'invue d'un jeune homme qui arrivait rapidement par la rue Porte-Mahon l'arrêta une minute encore. Évidemment,
Ce devait être un chef de rayon, car tous les commis le saluaient. Il était grand, la peau blanche, la barbe soignée, et il avait des yeux couleur de vieil or, d'une douceur de velours qu'il fixa un instant sur elle, au moment où il traversa la place. Déjà il entrait dans le magasin, indifférent, qu'elle restait immobile, toute retournée par ce regard, empli d'une émotion singulière, où il y avait plus de malaise que de charme. Décidément, la peur la prenait. Elle se mit à descendre lentement la rue Gaillon, puis la rue Saint-Roch, en attendant que le courage lui revînt. C'était mieux qu'un chef de rayon, c'était Octave Mouret en personne. Il n'avait pas dormi cette nuit-là, car au sortir d'une soirée chez un agent de change, il était allé souper chez un ami et deux femmes, ramassés dans les coulisses d'un petit théâtre. Son paletot boutonné cachait son habit et sa cravate blanche. Vivement, il monta chez lui, se débarbouilla, se changea, et quand il vint s'asseoir devant son bureau, dans son cabinet de l'entresol, il était solide. L'œil vif, la peau blanche, tout à la besogne, comme s'il eût passé 10 heures au lit. Le cabinet, vaste, meublé de vieux chênes et tendu de rêpes verts, avait pour seul ornement un portrait de cette Madame Édouin dont le quartier parlait encore. Depuis qu'elle n'était plus, Octave lui gardait un souvenir attendri, se montrait reconnaissant à sa mémoire de la fortune dont elle avait comblé en l'épousant. Aussi, avant de se mettre à signer les traites posées sur son buvard, adressa-t-il au portrait un sourire d'homme heureux. N'était-ce pas toujours devant elle qu'il revenait travailler, après ses échappées de jeunes veufs au sortir des alcôves où le besoin du plaisir l'égarait ? On frappa, et sans attendre, un jeune homme entra, grand et maigre, aux lèvres minces, au nez pointu, très correct d'ailleurs avec ses cheveux lissés, où des mèches grises se montraient déjà. Mouret avait levé les yeux, puis continuant de signer. « Vous avez bien dormi, Bourdoncle ?»« Très bien, merci, » répondit le jeune homme qui marchait à petits pas, comme chez lui. Bourdoncle, fils d'un fermier pauvre des environs de Limoges, avait débuté jadis au Bonheur des Dames, en même temps que Mouret, lorsque le magasin occupait l'angle de la place Gaillon. Très intelligent, très actif, il semblait alors devoir supplanter aisément son camarade, moins sérieux, et qui avait toutes sortes de fuites, une apparente étourderie, des histoires de femmes inquiétantes. Mais il n'apportait pas le coup de génie de ce Provençal passionné, ni son audace, ni sa grâce victorieuse. D'ailleurs, par un instinct d'homme sage, il s'était incliné devant lui, obéissant, et cela sans lutte dès le commencement. Lorsque Mouret avait conseillé à ses commis de mettre leur argent dans la maison, Bourdoncle s'était exécuté l'un des premiers, lui confiant même l'héritage inattendu d'une tante, et peu à peu, après avoir passé par tous les grades, vendeur, puis second, puis chef de comptoir à la soie, il était devenu un des lieutenants du patron, le plus cher et le plus écouté, un des 6 intéressés qui aidaient celui-ci à gouverner le bonheur des dames, quelque chose comme un conseil de ministre sous un roi absolu.